Guyane Actualité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il est temps maintenant pour un temps d'échange qui va durer à peu près une petite demi-heure. Même règle que tout au long de la journée, des interventions précises, concises, afin qu'il y ait le maximum d'interaction. Monsieur le Président, Monsieur Saint-Oris. Alors, un collègue Thibault Le Chavega, deux collègues Zadkiel Saint-Oris. Monsieur Saint-Oris. Alors, c'est pas grave. Alors, un Zadkiel Saint-Oris. Monsieur Cossé et après Monsieur Le Chavega. Monsieur Patrick Cossé, Monsieur Thibault Le Chavega. Alors, j'ai toujours les projecteurs dans les yeux. Ouais. Au fond, là-bas, c'est qui? Ah, c'est Monsieur Mortin. Monsieur Mortin en 4e position. Monsieur Roger Aron en 5e. Monsieur Castor, Monsieur Jean-Victor Castor en 6 et Madame Monique Boire en 7 pour l'instant. Collègue Zadkiel Saint-Oris, tu as la parole. Merci, Président. Vous m'excuserez, je ne suis pas protocolaire. Cependant, j'aimerais quand même, messieurs les ministres, vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue en Guyane où la justice met en prison des militants qui mettent le feu à des palettes devant la préfecture, où la justice, ou plutôt la gendarmerie, arrête des jeunes qui font la chasse aux iguanes pour pouvoir se nourrir, et où la justice légalise le transport de drogue à partir d'1,5 kg vers la France, de pouvoir rouler sans assurance, sans permis, pour des raisons de test. J'aimerais vous poser une question. À quoi une prise en compte concrète et sérieuse du problème? Messieurs les ministres, je ne vais pas vous attaquer aujourd'hui. Les problèmes dont on parle, encore une fois, dans ces énièmes assises, perdurent depuis plus de 5 ans, perdurent depuis plus de 30 ans. Vous n'étiez pas là, vous n'en êtes pas la cause. Cependant, quand est-ce que le gouvernement que vous représentez va prendre à bras le corps le problème? C'est très bien tout ce qui se passe aujourd'hui avec un déploiement de sécurité très important. Il y a dans cette salle ne serait-ce que 5 gardes du corps. Je peux comprendre ceci avec la présence de 3 ministres du gouvernement français en même temps à la CTG. Vous devez très certainement pas avoir envie de revivre l'éruption d'une 50aine d'hommes cagoulés ici même à la CTG. Au-delà de vos titres et de vos appartenances, on se pose très souvent la question, à savoir est-ce que vos vies comptent plus que celles des Guyanais? Aujourd'hui, on nous a demandé de ne pas quitter, avant votre arrivée, les lieux pour des raisons de sécurité. Personne ne pouvait plus rentrer et sortir. Je pense peut-être que c'est par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. La Guyane demande exactement la même chose depuis plus de 30 ans. Que ce qui se passe depuis de très longues années ne puisse plus arriver. C'est très bien tous ces ateliers, mais j'ai assisté personnellement avec bon nombre de personnes ici à exactement la même chose en 2017. J'ai participé à l'atelier numéro 3 qui concernait comment améliorer le travail entre la gendarmerie et les polices. D'accord? Un certain nombre de choses ont été actées et on se retrouve 5 ans plus tard à faire exactement la même chose. Quand est-ce que ce gouvernement va prendre le problème à bras le corps en respectant tout simplement les accords de Guyane? Ni plus ni moins. On peut alors se poser la question de l'utilité de ces ateliers. En 2018, le président Macron, en présence en Guyane, a dit qu'il refusait de parler aux cagoulés et de préférence aux élus. J'étais un de ces cagoulés et je suis aujourd'hui un élu. Ce qui me permet de m'adresser directement à vous aujourd'hui. À peine 1 an et demi que je suis élu, je n'ai que très peu d'expérience dans le domaine. Cependant, tout ce que je constate, à chaque fois que je pose des questions, peu importe le domaine, c'est que si les choses ne sont pas réalisées, c'est par manque de volonté et par manque tout simplement de prise de décision ferme, par crainte de froisser l'opinion publique ou de ne pas être populaire ou pour d'autres raisons. En votre présence, messieurs les ministres, est-ce que ça sera encore le cas? Quand est-ce que la France va prendre à bras le corps le problème en respectant tout simplement les accords de Guyane?
Comme déjà demandé en 2017, je remets ça sur la table. Est-ce qu'on pourrait faciliter le retour des policiers et gendarmes guyanais qui sont à la fin de leur formation en France? On n'arrête pas de dire qu'on fait rentrer des escadrons à nouveau. J'ai entendu à plusieurs reprises, on va les rendre de façon pérenne. Je rappelle que les accords de Guyane, déjà en 2017, faisaient part de la mobilisation d'un escadron de façon pérenne. Pourtant, il est parti. Les policiers qui sont obligatoirement maintenus en France pendant 5 à 8 ans pour pouvoir combler le manque d'effectifs des policiers sur Paris et les autres villes. Selon les dires du DTPN dernièrement à la télé, que c'est fait par dérogation, ça c'est facilité. Alors, c'est bien de prendre un peu d'expérience dans les rues de Paris, mais s'ils sont déjà opérationnels à la sortie de l'école, est-ce qu'on peut acter définitivement le retour à une durée réduite de ces personnes sur le territoire et non plus par dérogation? Est-ce qu'on peut prendre publiquement, mesdames et messieurs, les ministres, cette décision-là aujourd'hui qui fait tout simplement partie des accords de Guyane? Je rappelle que cet éloignement qui dure dans le temps génère depuis des années des frustrations chez les jeunes policiers guyanais, conduisant très souvent à des suicides. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, un jeune policier guyanais de 23 ans s'est donné la mort par balle ce matin. Ou depuis nous, ici, là, nous sommes en train d'être assis à ces fameuses assises. On ne peut que regretter votre absence ce matin. Je ne connais pas le déroulé de votre programme, mais je pense que dans la tête de tout le monde, vous étiez tous attendus depuis ce matin pour pouvoir partager les assises de la sécurité avec nous. J'aimerais continuer, s'il vous plaît. Je sais que, Président, vous voulez faire passer la parole. Non, mais attends. Très certainement. Zadkiel, s'il te plaît. Zadkiel, 2 secondes. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Attends, Zadkiel, 2 secondes. On a dit qu'on fait un tour de questions avec la possibilité que les ministres nous accordent des réponses. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions. Si chaque personne pose des questions d'un quart d'heure, tu vas créer des frustrations auprès des autres qui n'auront pas pu prendre la parole. Donc, on essaye de voir comment les ministres peuvent d'abord répondre aux questions que tu as posées. On laisse ensuite la parole à d'autres. Et si on a encore le temps, on peut revenir vers toi pour les autres questions que tu souhaiterais poser. J'en ai plus pour longtemps, Monsieur le Président, alors, et ces frustrations. Alors, Zadkiel, je te laisse 1 minute si tu peux conclure. Merci. C'est suffisant. Tu conclures 1 minute. Ensuite, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Je propose de prendre une série de questions et comme ça, les ministres vont pouvoir répondre dans la foulée. Je te remercie. La Guyane demande depuis trop longtemps le contrôle de ses frontières et la levée des barrages à l'intérieur de la Guyane qui embête tout le monde. Chaque préfet qui passe aime vanter les mérites avec le travail qui est fait. Mais combien de personnes en situation régulière, sans être des délinquants, se retrouvent en conflit avec les gendarmes présents sur ces postes? Parfois encerclés par plusieurs gendarmes, repartant de là avec des amendes dans le meilleur des cas, parfois se retrouvant au tribunal dans le pire des cas où leur raison se retrouve être pour des torts par des excès de zèle, justement des gendarmes abusant de leur autorité. Quand est-ce qu'on va arrêter de dire qu'on ne peut plus contrôler les frontières justement de la Guyane parce qu'elle est trop grande? L'État a fait une promesse similaire à la Martinique pour contrôler justement la zone maritime de la Martinique. La Martinique représente 1100 km². Ça représente, cette mesure n'est toujours pas respectée là-bas. La Martinique, ça représente la taille du CSG, une zone dédiée, donc Kourou, qui elle est surprotégée. Quand est-ce qu'on va arrêter de dire qu'on ne peut plus contrôler les frontières de la Guyane? Ces frontières qui subissent une immigration incontrôlée. Monsieur le ministre Dupond-Moretti, vous vous êtes rendu au Suriname. Zadkiel, je t'ai dit que je te laisse 1 minute. Essayons d'être un petit peu respectueux de la parole sur laquelle on s'est engagé. Les ministres ont entendu, ils ont noté ce que tu as dit. Je propose de laisser la parole à Patrick Cosset et aux autres. Et puis, s'il le faut, tu vas compléter ta question tout à l'heure. Je te remercie. Collègue Patrick Cosset, je te laisse la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, j'aurais une question qui sera très simple. Pas longue. Qui consiste à l'insécurité économique, notamment sur la zone maritime. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup d'annonces, mais rien concernant la pêche illégale. Donc, je rappelle que nos côtes sont littéralement pillées par les pêcheurs venus du Suriname, et du Brésil et du Guyana. Et dans les annonces qui ont été faites aujourd'hui, rien concernant la pêche illégale, et notamment comment faire en sorte pour que nos côtes soient protégées. Le seul moment où les côtes sont protégées, c'est quand il y a un tir de la fusée. Mais quand il n'y a pas de fusée, on fait ce qu'on veut dans ce pays-là. Donc, j'aurais bien aimé savoir sur l'insécurité économique, qu'est-ce que vous proposez? Merci, c'est noté la question. Le collègue Thibault Le Chavega.
Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez annoncé tout à l'heure 10 embauches sèches pour venir renforcer les équipes des douaniers à l'aéroport de Cayenne. Vous savez qu'une des préoccupations majeures que nous avons ici, ça a d'ailleurs été rappelé lors des ateliers de ce matin, c'est la question du recrutement local. Donc concrètement, j'aurais voulu savoir si on pouvait avoir des précisions sur les modalités de recrutement de ces 10 nouveaux agents. Et la deuxième question, si vous me permettez, c'est que vous savez, un reproche que l'on fait souvent au ministre, c'est de venir ici pour des périodes très courtes, de repartir et de nous oublier un petit peu. C'est votre 4e séjour en Guyane. Vous avez été ministre de la Jeunesse. Vous avez 33 ans, comme moi, comme d'ailleurs Monsieur le Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'ici, nous sommes plus de 60% de la population à avoir moins de 33 ans. Et donc, j'aurais voulu savoir quelles sont les solutions, quelles sont les pistes que vous apportez à cette jeunesse guyanaise qui aujourd'hui n'a finalement, à qui on ne présente aucune autre opportunité que, comme disaient les collègues tout à l'heure, et comme ça a été exprimé beaucoup dans les ateliers de ce matin, finalement, soit l'oisiveté, soit la case prison via le trafic de drogue. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis en tant que jeune, en tant que membre de ce gouvernement, sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? Je vous remercie. Merci, collègue Thibault Le Chavega. Monsieur Mortin, la parole est à vous. Alors, si vous n'avez pas encore le micro, en attendant qu'il n'arrive. Non, attendez, on va vous le porter. On va vous le porter. Alors, si le micro n'est pas encore prêt, monsieur Mortin, je passe la parole à monsieur Rojaron et ensuite je reviens vers vous. Collègue Rojaron, tu as la parole. Oui, mais Président, j'enlève mon temps de parole. Je pense que je vais me satisfaire de la déclaration du collègue Cosset pour la pêche. Ok, voilà. Merci. Est-ce que le micro fonctionne? Je crois que oui. Allez-y, bon. Monsieur Mortin. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, monsieur le préfet. Alors, la question est très simple. Il était prévu pour 2017 un scanner corporel. J'aurais voulu savoir où ça en est aujourd'hui pour ce scanner, ce qui faciliterait énormément les choses. Donc, voilà, c'était juste cette question. Prévu dans le décret. Hein. À l'aéroport, oui, pardon. À l'aéroport, tout à fait. Ok, collègue Jean-Victor Castan. Oui. Messieurs les ministres, bonsoir. En fait, mon intervention, elle consiste à répéter ce que j'ai pu dire, mais en résumé ce matin, puisque vous n'étiez pas là. On aura beau faire de la répression, il faut bien sûr un système, une organisation répressive. On aura beau faire de la prévention sur un territoire aussi grand, si on a une jeunesse qui ne peut pas aller à l'école, c'est déjà un problème. Si on a une jeunesse qui, à l'arrivée, a un taux de réussite scolaire catastrophique, je vous rappelle que pour une commune comme celle de Camopi, quand vous avez une classe d'âge qui rentre à l'école, vous en avez 3% qui réussissent au bac. 3%. Quand vous avez un territoire aussi grand et que les habitants de ce territoire, y compris les peuples autochtones, ne peuvent pas jouir des terres parce que l'État s'est dit propriétaire des terres, que des collectivités locales pour construire des crèches, pour construire des écoles, pour aménager le territoire, doivent demander, presque supplier, pour avoir des parcelles de terre. On exige même qu'il y ait des projets. Il y a eu des accords de Guyane avec une répartition, une clé de répartition qui sort de nulle part, mais c'est le résultat des accords. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'en est sorti pour les 400 000 hectares pour les peuples autochtones, les 250 000 hectares pour les collectivités et les fameux 20 000 hectares pour les agriculteurs. Tout est possible, ça ne coûte rien, ça, restituer les terres. C'est une situation anachronique, inacceptable, inadmissible. Et pourtant, c'est la réalité de la Guyane. Comment un être humain, comment vous, dirigeant d'un pays, vous pouvez tolérer en 2022 une situation telle que celle-là? C'est une forme de paternalisme. C'est une forme de, je vais utiliser le mot, ce n'est pas un résidu de colonialisme. C'est une posture et une attitude qui n'est pas acceptable. On ne peut pas, dans un territoire comme la Guyane, où vous avez des civilisations millénaires, les peuples autochtones, avoir une commune comme la commune de Camopi ou la commune d'Awala-Yalimapo, des communes où effectivement la majorité des habitants sont des autochtones, et que
les maires ne peuvent pas jouir de foncier. Mais a-t-on une décision rapide, radicale, pour que tout équipement public mis en place, projeté par une collectivité, comme ça s'est passé suite au mouvement de 1996, le fameux mouvement des lycéens, qu'on puisse mettre à disposition à l'euro symbolique pour l'ensemble des collectivités pour qu'elles puissent effectivement équiper le territoire. Ce n'est pas compliqué à faire. Si vous prenez l'avion, vous regardez la Guyane, c'est 8 300 000 hectares. Et on a une pression sur le foncier avec des coûts exorbitants du mètre carré. Dans des zones urbaines, on est à 200 € le mètre carré, en Guyane. Comment on peut, en 2022, accepter qu'un territoire comme celui de la Guyane ne soit pas maillé, qu'il n'y ait pas de réseau routier? Vous avez dit, M. Darmanin, que vous êtes venu 7 fois ici. Je ne sais pas si vous avez pris la route. Vous avez vu une route nationale en Guyane? Il existe une route nationale. Elle porte le nom de nationale. Mais il n'y a pas de route nationale en Guyane. Il n'y a pas de pont. Tous les ponts qui ont été réalisés sont des ponts qui bloquent et qui interdisent la circulation fluviale, vu la hauteur des ponts qui ont été réalisés en Guyane. Ça ne se voit nulle part en France. Et pourtant, ça s'est fait en Guyane. Pourquoi? Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des décisions qui sont des décisions qui ne coûtent pas, mais qui sont des décisions effectivement politiques, notamment celle de la restitution des terres et de permettre que les collectivités puissent jouir immédiatement, tout de suite, du foncier pour pouvoir exercer donc dans toute, on va dire, libre administration et qu'on n'ait pas à dépenser des sommes faramineuses pour pouvoir construire des équipements, que ce soit des équipements scolaires ou autres. Et puis, il y a aussi à rétablir quand même un respect, une reconnaissance historique vis-à-vis des peuples autochtones. Quand je vois ces négociations qui perdurent depuis 2017 pour qu'enfin les peuples autochtones puissent bénéficier du foncier, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes en 2022. Et moi, dans toutes les publications que j'ai pu faire, je me demande effectivement, mais je n'y crois pas, parce qu'il faut avoir la preuve de cela. Est-ce qu'on aura enfin un gouvernement de la France qui aura cette intelligence d'ouvrir ces sujets-là, d'ouvrir ce dialogue-là, simplement, facilement, pour qu'on puisse effectivement régler des problèmes qui parfois, quand il y a des contraintes financières, on peut s'interroger, mais là, il ne s'agit pas de contraintes financières, hein. Il s'agit tout simplement de ramener les choses et de les remettre à l'endroit. Sur la question du scanner, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé, ça aussi, c'est une décision à prendre, parce que le trafic s'est orienté sur la Guyane à partir du moment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à partir du moment où un scanner a été mis à Paramaribo. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, pour résumer, on va donner la parole à 4 autres personnes qui l'ont sollicité. Et après, je vais laisser la place à messieurs les ministres pour qu'ils répondent à vos questions. Alors, il s'agit de Madame Monique Gouard. Alors, ne me poussez pas à faire comme à l'Assemblée nationale en limitant le temps de questions à 2 minutes. Je vous ai dit, collègues, ne générons pas de frustration là où ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, je propose de laisser la parole à Madame Monique Gouard, Monsieur Emmanuel Prince, Monsieur Boris Changsit et le député Deviriman. Et après quoi, on va laisser au ministre le temps de répondre. Si je pourrais finir, s'il vous plaît, Président. Deuxième salve de questions. Pardon? Je pourrais finir, s'il vous plaît, Président. Non, Zadkiel, laisse parler les autres, s'il te plaît. Oui, à la fin. Zadkiel, laisse parler les autres, s'il te plaît, et puis on va te redonner la parole s'il nous reste du temps tout à l'heure. Alors, après, on va revenir avec vous, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture. Donc, je termine. Madame Monique Gouard, Monsieur Emmanuel Prince, Monsieur Boris Changsit et le député Deviriman, essayez d'aller vraiment à l'essentiel de ce que vous avez à dire. Ma question, bonsoir messieurs les ministres, ma question sera pour le ministre de l'Intérieur. Quand vous avez pris la parole, vous avez fait une aparté, vous avez traversé la rue, donc je vous ai suivi et je vais vous parler de la vie chère parce que vous nous avez rappelé un peu ce que vous avez mis pour les familles. En ce moment, les familles en Guyane sont aussi dans l'insécurité alimentaire. Donc, non seulement nous gérons le flux migratoire, nous gérons l'insécurité sur les mules, nous gérons l'insécurité sur
le blanchiment d'argent, nous gérons l'insécurité sur les armes et nous gérons l'insécurité sur l'alimentation. Or, vous savez que nous sommes en inflation, nos prix sont 4, 7 fois, 10 fois plus élevés que la métropole. Vous savez très bien, monsieur le ministre, que le pouvoir d'achat en Guyane est en train d'appauvrir chaque famille dans ce territoire. Demain, ces mêmes familles, monsieur le ministre, je vous le dis, peut-être traverseront de l'autre côté de la rue et c'est eux qui blanchiront cet argent parce que vous ne leur avez pas donné cette possibilité. Vous savez, c'est très facile de donner des chèques par-ci, des chèques par-là, sans jamais regarder la réalité de notre territoire. Aujourd'hui, vous savez, malgré tout ce que vous donnez sur l'inflation, les salaires ne suivent pas, monsieur le ministre. Les salaires ne suivent pas en Guyane parce que vous n'avez pas tout le monde qui a 40% de vie chère. Et aujourd'hui, ces 40%, est-ce qu'elle vaut le coup d'avoir ces 40%? Je vous dis non. Parce que les prix, ils sont en augmentation. Le logement est en augmentation. L'électricité est en augmentation. L'eau est en augmentation, monsieur le ministre. Alors, vous savez, monsieur le ministre, vous allez peut-être certainement revenir un jour en Guyane, mais vous reviendrez justement pour le pouvoir d'achat. Parce que vous savez ici, et je le dis et je le répète, découle du carburant toute la consommation courante de notre territoire. Quand vous avez le prix des frais qui se multiplie par 15 et qu'on nous dit on vous donne 700 € par container, 2000 pieds, 20 000 pieds, et de l'autre côté, ils nous reprennent le prix à 1200 €, ils n'ont rien fait. Quand vous avez Total qui dit, écoutez, moi je veux bien donner 20 centimes, mais parce qu'il y aura des pertes d'emploi, je ne peux pas donner ces 20 centimes. De l'autre côté, monsieur le ministre, si nous avions fait un fonds justement pour pouvoir permettre justement d'équilibrer le panier de la ménagère, au moins on aurait pu s'en sortir. Alors ma question, monsieur le ministre, à quand allez-vous vraiment régler le problème de la vie chère en Guyane? Parce que tout le monde en souffre, monsieur le ministre, tout le monde en souffre, toutes les familles en souffrent. Vous n'aurez pas les mules dans la rue, vous n'aurez plus les armes dans la rue, mais vous aurez les familles avec leurs enfants parce qu'ils ne pourront plus payer ni l'électricité ni la nourriture. Et après, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez les agriculteurs voler. Donc, nous devions régler ce problème aussi vite. Merci, monsieur le ministre. Merci. Alors, il reste 3 interventions, celle du collègue Emmanuel Prince, le collègue Boris Chongsit et monsieur le député d'Ivry. Emmanuel Prince, tu as la parole. Merci, monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues. Donc, je souhaite juste, je ne serai pas long, hein, c'est juste pour dire, messieurs les ministres, que c'est vrai que pour qu'on puisse régler le souci de la délinquance et de l'insécurité, je crois même que monsieur le préfet l'avait dit une fois, c'est déjà permettre de lutter contre l'oisiveté. L'oisiveté pour nous, en tout cas pour moi personnellement en tant que vice-président en charge de la culture, c'est de pouvoir permettre, comme l'a dit monsieur le député, que chaque enfant puisse avoir une place à l'école, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. 2, c'est de permettre à chaque jeune de pouvoir vaquer à une activité sportive ou culturelle, ce qui peut paraître être très compliqué, notamment pour les communes isolées, éloignées, enclavées, et notamment pour beaucoup de maires qui n'ont pas forcément probablement les moyens de pouvoir créer les infrastructures. Donc la CTG y contribue énormément. Et je ne vous cacherai pas que parfois, c'est cela aussi qui peut créer aussi cette frustration. Et cette frustration, notamment par rapport au simple fait que parfois, donc je disais que parfois on se demande quelle est la place qu'occupe la Guyane, comme l'a dit le président, dans notre République une et indivisible, notamment lorsqu'on entend le président de la République, un exemple, hein, et je l'ai dit tout dernièrement à votre prédécesseur au ministère des Outre-mer une fois, où je lui ai dit que c'était beau d'entendre le président à Marseille qui disait que Marseille était dans un carrefour de la diversité culturelle. Et je l'ai dit aujourd'hui, quelle est notre place dans cette diversité culturelle en Amérique du Sud, notamment quelle est, lorsqu'on peut injecter des milliards ou des millions d'euros dans d'autres régions de France, lorsqu'on nous sommes capables, ce n'est pas une métaphore, mais de s'occuper d'autres affaires internationales, et le président l'a dit, on le voit assez souvent lorsqu'on pense que la Guyane, la France est une bonne belle-mère, une mauvaise mère, c'est un peu tout cela qui nous tracasse. Donc oui, nous sommes aussi, nous aussi, dans cette diversité culturelle, et j'ai presque envie de vous dire que oui, je le répète, si on veut vraiment apporter
apporter une réponse à la délinquance, à l'insécurité. Occupons-nous de nos jeunes. Permettons aux associations qui luttent au quotidien dans les quartiers pour éviter parfois des drames que l'on puisse leur donner les moyens. Les moyens, nous ne l'avons pas. Donc là aussi, c'est la bonne question que l'on se pose le plus souvent. Comment faisons-nous, collectivité, à pouvoir accompagner tous ces bénévoles, excusez-moi, qui font forcément et probablement le travail que les institutions, que les pouvoirs publics devraient faire. Merci, collègue Emmanuel Prince. Collègue Boris Chancit, et après le député d'Éviry-Man, et ensuite on passera aux réponses apportées par les ministres. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, je voudrais évoquer un sujet très concret qui n'a pas simplement une dimension politique, mais qui a une vocation pratique, pragmatique, puisqu'il s'inscrit dans la chaîne pénale au sens large du terme, et vise en particulier l'autorité judiciaire qui est finalement celle qui, en bout de chaîne, aura le dernier mot. Monsieur le garde des Sceaux évoquait le renforcement du GIRS de Fort-de-France par l'implantation d'un magistrat du siège et du parquet en Guyane. L'on sait maintenant depuis plusieurs années, et vous l'avez rappelé, c'est un diagnostic qui est constant, que la Guyane est devenue la plaque tournante du trafic de stupéfiants et la porte d'entrée des produits vers l'Europe. Et on se demande pourquoi les GIR, ce sont les juridictions interrégionales spécialisées, il y en a de mémoire 8 sur le territoire hexagonal. On se demande pourquoi le GIR n'est pas implanté en Guyane. C'est, me semble-t-il, un non-sens qu'il soit à Fort-de-France, alors même que, de fait, toute la criminalité complexe et organisée qui est autour à la fois de l'orpaillage illégal, mais également des stupéfiants, l'on se demande pourquoi on doit amener des magistrats en renfort d'une juridiction qui est implantée à près de 2000 km, ce qui, par ailleurs, crée une distorsion dans l'accès au droit pour ceux qui sont interpellés en Guyane et qui prennent l'avion quand il n'y a pas de visioconférence possible pour assurer leur défense. Donc je me dis que si au moment de la création des GIRS, c'est une loi de 2004, je crois, il y avait du sens qu'elle soit peut-être à Fort-de-France, en 2022, c'est un non-sens. Et la réalité pratique et théorique voudrait que nous soyons en capacité que, au niveau de l'État, on puisse considérer que, vu que nous sommes devenus, malheureusement, et en tant que Guyanais, je le déplore, eh bien, les numéros 1 sur le trafic de stupéfiants et quasiment les seuls sur l'orpaillage illégal. Vous imaginez que ce sont des magistrats à Fort-de-France qui vont traiter ce que font les garimpeiros sur notre sol, sur ces territoires isolés qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont pour la majorité d'entre eux jamais visité. Donc je me dis que si l'on veut rationaliser l'action publique de l'État, et notamment de la chaîne pénale sur cette délinquance qui, au final, pèse sur tous, sur la société, sur nos compatriotes, sur nos richesses, il serait de bon ton de peut-être envisager que le GIRS, qui concerne l'outre-mer, eh bien, ne soit plus implanté en Martinique, mais soit implanté en Guyane. Et j'en terminerai, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Si on juge les personnes, mais qu'on ne peut pas finalement exécuter les peines qui sont prononcées, on se retrouve dans un déni de justice. Et c'est la question du centre pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est vital pour le département, pour le territoire. Vous savez, les magistrats sont de bonne volonté. Mais on a bien compris que l'action du procureur de la République était pragmatique quand il a voulu affranchir de poursuites pénales et finalement d'exécution de peine ceux qui transportaient de moins d'1,5 kg. Quand vous avez 30 mules par jour dans un avion, où vous les incarcérez? Donc il y a des sujets, si l'on veut pas simplement faire des effets d'annonce, que tout cela s'incarne dans la durée, que ce soit pérenne, il faut que nous ayons des moyens décuplés, pas multipliés par 2, qu'ils soient décuplés et qu'ils soient à la mesure des enjeux qui sont les nôtres et des besoins que vous devez satisfaire. On termine cette série avec l'intervention du collègue député d'Éviry-Man. Merci. Merci, monsieur le... Attendez, j'ai dit qu'on termine avec cette série de questions pour que les ministres puissent répondre et après on va revenir, s'il le faut, sur la suite des questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, je salue les ministres ici présents ce soir, Monsieur le Président de la Commission des lois. Mon propos ne sera pas trop long, mais je pense assez explicite. Ça se résumera sur 2 mots. Vouloir et pouvoir. La Guyane veut rattraper son retard, la Guyane veut se développer, la Guyane veut nourrir ses habitants, la Guyane veut donner à sa jeunesse tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse se développer, s'émanciper, s'affirmer en tant que tel. Mais la Guyane ne peut pas.
La France a la capacité à rayonner dans le monde par-delà ses frontières, tant par rapport au territoire ultramarin, tant en allant aider d'autres pays tels que le Mali pour lutter contre le terrorisme, ce qui est louable. La France a la capacité à projeter des milliers de soldats pour régler un problème par-delà ses frontières. La France n'arrive pas à éradiquer l'orpaillage illégal sur notre territoire. La France n'arrive pas à éradiquer la pêche illégale dans nos eaux. La France veut ou la France ne veut pas? Je m'adresse précisément au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Darmanin qui est là ce soir, parce que aujourd'hui, l'histoire se résume encore une fois à ces deux mots, vouloir et pouvoir. Donc, j'ai envie de dire, avec ces accumulations, décennie après décennie, il est tout à fait normal qu'il y ait potentiellement, à différents égards, une posture de défiance par rapport à la parole de l'État. Et quand on dit pas la parole de l'État, et comme je l'ai fait savoir ce matin à M. le Préfet, ce n'est pas pointer du doigt des personnes, mais on pointe du doigt un système. Aujourd'hui, le système étatique démontre qu'il ne veut pas prendre en compte nos réalités intrinsèques depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. À chaque fois que des choses concrètes, massives ont avancé ici, c'est parce que la rue s'est mobilisée. 92, MSU, 96, le rectorat, 2002, l'université, 2017, 2022, encore une fois, le même socle que 2017 par rapport à l'insécurité. Je finirai par croire que la France ne veut pas. Alors, M. Darmanin, ça va être trop long parce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'exprimer ce soir. Je vais vous poser cette question. Quand est-ce que la France va démontrer sa volonté à permettre à ce que la Guyane ait la possibilité de son développement plein et entier? Parce que je l'ai dit ce matin, je vous le dis ce soir, sans haine, mais avec beaucoup de détermination. C'est soit on réussit ensemble, Monsieur le ministre, ou soit nous réussirons seuls. Parce que ce qui me concerne, il n'est plus question de continuer à voir ce territoire dépérir. Regardez la population se paupériser. Je dis bien la population se paupériser parce que nous ne sommes pas structurés comme ailleurs. Je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose, parce que je sais que ça fait très longtemps que nous sommes sur le pied de guerre, après la série de réponses des ministres, je vais laisser la parole à Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Albert Siong, Monsieur Wang William, qui au fond de la salle me l'avait réclamé depuis un petit moment aussi, et après à Madame Lynn Létard qui l'avait demandé, mais on ne pourra pas, à mon avis, aller au-delà parce que ça risque de poser un certain nombre de contraintes et de problèmes. Donc je propose, alors si Madame le maire de la ville de Cayenne, bon, je vous propose d'être la dernière intervenante pour ce soir, s'il vous plaît, merci. Messieurs les ministres, je vous laisse la parole pour répondre à ces différentes questions. Je ne sais pas par qui on commence. Il y a le collègue Zadkiel qui réclamait un changement de paradigme dans la relation, mais ça rejoint un petit peu la question que vient de poser le collègue député également, Davy Riemann. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, on est venu pour les assises de la sécurité. Vous dites pourquoi il n'est pas venu ce matin, nous a invités pour la fin de journée. Moi, je suis un garçon poli. Je viens que pour l'heure au moins vite. Hein. Donc, comme Monsieur le Président m'a dit, il faut venir pour clôturer les assises. Donc voilà, je pense que c'est toujours bon. Puis d'ailleurs, c'est toujours bien de ne pas pouvoir insulter les gendarmes. Je pense que c'est mieux. Surtout si on va avoir un dialogue franc. Et voilà, moi, c'est des militaires que je respecte. Ils se font tirer à balles réelles dessus. Ils sont aussi pères et mères de famille. Donc je pense que l'équilibre dans la discussion, je crois qu'on s'est exprimé avec beaucoup de respect. Le respect mérite des deux côtés. Surtout qu'il y a un certain nombre d'incertitudes. Vous avez évoqué l'escadron de gendarmerie. Monsieur, il y en a 7 escadrons de gendarmerie ici en Guyane. Donc les accords qui ont été passés, ils sont très largement dépassés. Il y a 7 escadrons de gendarmerie mobile. Sans doute qu'il les faut. Il y en a 7. Ne dites pas qu'il y en a une et puis qu'on l'a reprise et qu'elle revient et que c'est une annonce. Il faut quand même le souligner. Sur les policiers guyanais, ils sont 75% des policiers guyanais qui sont en Guyane, 75% des policiers nationaux. C'est même le meilleur taux avec la Nouvelle-Calédonie de policiers issus du territoire qui sont ici. Donc bien sûr, s'il y a des policiers guyanais qui veulent revenir en France, de manière coordonnée partout sur le territoire national, sur leur territoire de naissance ou
ou de lieux de concours. On le fait pour tout le monde, qu'il s'agisse de la Guyane, de la Martinique, des Hauts-de-France. Mais vous savez, j'ai les mêmes problèmes pour les gens qui habitent Tourcoing et qui veulent revenir de Paris à Tourcoing. C'est exactement les mêmes situations. Et ils ne sont pas 75% de Tourquenois à Tourcoing, ça je peux vous le dire. Et pourtant, il y a beaucoup de policiers qui passent le concours. Alors on essaie de faire ce qu'on peut, vous avez tout à fait raison. Il faut éviter de mélanger les faits divers parce que vous avez utilisé le suicide de ce jeune policier guyanais, je trouve, assez indécemment. Moi aussi, j'ai une pensée pour lui. Il se trouve que j'ai des informations pour savoir comment ça s'est passé et dans quelle situation les choses sont faites. Je ne pense pas qu'il y ait le même rapport que vous ayez fait. Je crois que c'est pas une bonne chose que d'avoir pris son exemple, en tout cas pour la paix de sa famille et pour la paix de son âme, me semble-t-il. Et enfin, sur la surveillance aux frontières, justement, c'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure. La Guyane, vous le savez, pour tenir les frontières, déjà de manière générale, c'est assez difficile, mais surtout lorsqu'on a autant d'espaces naturels que vous connaissez bien mieux que moi et qui se traversent plus facilement que n'importe quel autre espace naturel. L'utilisation des drones, pour la première fois, nous allons pouvoir le faire. La loi ne l'autorisait pas jusqu'à présent. D'ailleurs, je le dis aussi aux parlementaires, on nous a parfois privé des moyens législatifs pour protéger les frontières. Donc, j'appelle aussi chacun à dire ce qu'on dit en Guyane. Je l'entends très bien. Il faut aussi que, lorsqu'on est au Parlement national, on donne les moyens à la police nationale d'intervenir et à la gendarmerie nationale d'intervenir, puisque l'utilisation des drones, elle a malheureusement été votée que par une partie de l'hémicycle. Elle permettra, je crois, de faire ce contrôle jour et nuit que nous attendons tous. La première fois que l'État va mettre en place des brigades fluviales, peut-être que c'est pas assez, il faut peut-être sans doute beaucoup plus. Regardons, effectivement, je crois que le contrôle des frontières pour pas qu'il y ait de bandes qui arrivent, de stupes et surtout de gens qui viennent, comme vous l'avez très bien justement dit à plusieurs intervenants, que ce soit sur l'eau, j'y reviendrai, ou sur terre, viennent piller les ressources naturelles de la Guyane. Vous avez tout à fait raison, c'est un scandale absolu. On n'a manifestement pas trouvé la bonne solution malgré les moyens qui y sont mis. Il faut revoir ça. C'est pour ça que j'ai évoqué le fait qu'on va revoir l'intégralité de l'opération Harpie. Et je voudrais dire sur la pêche illégale, on n'en a pas parlé, monsieur, vous avez raison. Il se trouve que c'est ministère des Armées et ministère de l'Environnement. Je le prends comme une interpellation. Je suis tout à fait conscient de vos difficultés. Voilà, je propose que la prochaine fois que je vienne avec le ministre des Armées, on puisse évoquer, puisque quand vous évoquez le fait que seul côté des lancements, les côtes sont gardées, elles sont gardées par les militaires, vous le savez bien. Donc il faut qu'on regarde ça. Je veux bien dire bien volontiers que ce n'est pas les pouvoirs du ministre de l'Intérieur, mais je propose que ce soit l'objet de notre prochain rendez-vous, si Monsieur le Président Serville en est tout à fait d'accord. Le scanner corporel de l'aéroport sont en cours, parce qu'on va prendre des ondes millimétriques, c'est très important, parce qu'il ne faut pas que ce soit des scanners, c'est-à-dire comme les autres. La situation des gens qui passent ici en Guyane, c'est pas malheureusement comme dans les autres scanners, dans les autres aéroports, on l'a tous dit. Et donc on va utiliser des ondes millimétriques, c'est-à-dire qui permettent de faire de véritables photographies de votre corps. C'est utilisé selon un certain nombre de conditions, à la fois sanitaires et à la fois de respect de la vie humaine. Mais les installations sont prévues extrêmement bientôt. Demain matin, on fait justement une séquence à la préfecture avec les élus, puis ensuite à l'aéroport sur cette question. Donc, je voudrais ici vous rassurer, avec le ministre des Comptes publics, on sera au rendez-vous de ce qui a été promis. Je veux terminer peut-être par dire que sur la question des prix, j'entends ce que vous dites, madame, même si ce n'est pas tout à fait la question, mais votre interpellation était touchante. Ces prix, bien sûr, l'État a une partie de la réponse. Jean-François Carinco y travaille. Et le but, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, vous avez utilisé le ménagère, donc que ce soit un homme ou une femme, je ne veux pas genrer votre intervention. Il y a un panier de la ménagère ou un panier familial qui augmente considérablement, ici particulièrement, et il faut qu'on arrive à caper sur les produits de première nécessité. Mais il n'y a pas que l'État, même si l'État doit faire son effort. Vous savez bien que dans l'enchérissement des prix, il y a aussi l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est aussi une taxe qui permet à la région, à la département, à la collectivité et aux communes de bien vivre. Donc, en même temps, c'est une ressource fiscale et je ne voudrais pas faire de la démagogie ici. Mais on sait tous que c'est aussi un octroi qui renchérit les produits qui arrivent sur le territoire national. Donc, il faut qu'on en discute. D'ailleurs, l'octroi de mer, il est aussi, je rappelle, appliqué aux scanners, aux équipements de policiers et de gendarmes qui arrivent sur le territoire guyanais. Donc, je voudrais aussi dire qu'il faut aussi se dire, le président ne m'écoute pas, mais je lui redirai évidemment demain, que si on veut qu'il y ait plus de matériel, que l'État donne davantage de moyens, si on veut que les caméras coûtent moins cher, les drones coûtent moins cher, un certain nombre d'équipements coûtent moins cher, il ne faut pas appliquer l'octroi de mer aux équipements qu'on demande, parce que sinon c'est le chat qui se mord la queue. Est-ce que l'octroi de mer est la bonne fiscalité aujourd'hui? On peut réfléchir à autre chose, c'est une question intéressante qui concerne tous les outre-mer.
L'octroi de mer a été fait pour protéger votre marché intérieur et pour permettre d'avoir des filières agricoles et économiques de fonctionner. On voit bien que ces filières économiques et agricoles, elles ne fonctionnent pas très bien, malgré le travail de vos agriculteurs et de vos entrepreneurs. Peut-être parce qu'on ne crée pas assez de valeur ajoutée, parce que l'État n'a peut-être pas mis assez de moyens de recherche et d'accompagnement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut absolument qu'on développe votre autonomie énergétique. Vous avez largement les moyens de le faire ici. Votre autonomie alimentaire pour que ce soit moins cher. Et là, vous avez la double peine. Vous avez l'octroi de mer qui renchérit les produits, et c'est très peu des produits produits ici, avec des ressources formidables. Donc il y a une question à la fois, madame, d'État, et aussi une question de collectivité. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'on devrait partager. Vous avez évoqué la jeunesse, moi, je partage 1000 fois, je suis ministre de l'Intérieur. Mais il y a aussi des compétences qui sont locales. Et il faut aussi qu'on les applique. Donc il faut aussi qu'on travaille tous ensemble plutôt que s'opposer, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose là-dessus. Je terminerai par dire que sur l'essence, si je peux me permettre, madame, vous avez dit quelque chose qui n'est pas exact. Nous avions obtenu une baisse de 20 centimes de l'essence dans tous les Outre-mer. Et c'est à la demande des élus qu'on ne l'a pas appliqué. Parce que 20 centimes de baisse d'essence à Total n'aurait pas pu être possible dans les autres entreprises. Et moi, je comprends pourquoi les élus ont demandé de ne pas le faire. Parce qu'ils disent il y aura des stations-service qui vont fermer, donc des emplois qui vont fermer. Mais c'est quand même assez paradoxal que l'État obtient 20 centimes de baisse d'essence, on n'applique pas à la demande des élus, et après, on se fait disputer parce que on n'a pas réussi à faire baisser le prix d'essence. Là aussi, il faudra qu'on mette les choses sur la table et qu'on en discute, mais je reviendrai en Guyane pour en parler bien volontiers. C'est bien que le drame des élus en général, je ne parle pas de Gabriel Saville, des élus en général. Bon, je terminerai par dire que vous savez que le grand problème des Outre-mer, et particulièrement de la Guyane, c'est quand même le monopole. Si vous voulez que les prix baissent et que les travailleurs soient respectés, on a un travail tous collectif à faire de lutte contre les monopoles, de ceux qui ont le monopole de la distribution, le monopole de la production, le monopole des déplacements. Et voilà, le jour où il y aura une économie, pour parler de façon de développement, le monopole, c'est très mauvais pour les prix, c'est très mauvais pour la ménagère, c'est mauvais pour les familles. Voilà. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. J'ai bien noté la question de la terre, monsieur. Comme je n'en suis pas un spécialiste, je vais me renseigner auprès de monsieur le préfet. J'ai dit que je revenais. Et je propose que la prochaine fois que je revienne, puisque je suis ministre en charge des Outre-mer, nous parlions particulièrement de cette question. Oui, je voudrais dire deux mots très rapidement. Nous sommes ici pour les assises de la sécurité. Bien sûr que lorsque les annonces que nous avons faites trouveront vocation à s'appliquer, tout ne sera pas réglé. Nous n'avons ni la baguette magique, ni la matraque magique. Mais quand on parle de sécurité, vous dire que l'on amène davantage de magistrats, de greffiers, de contractuels, qu'on répare des locaux judiciaires en particulier, plus de policiers, plus de gendarmes, plus de douaniers, plus de matériel, des conventions internationales, ça me paraît aller quand même dans le bon sens. Alors, évidemment, il restera des choses à faire. Vous savez, moi, je viens de la société civile et je réfléchis souvent à ce qu'est l'action publique, l'action politique. Et je me dis au fond qu'on ne peut la regarder qu'à l'aune d'une espèce de triptyque. Ce qu'il y avait avant, ce qu'on a fait, ce qui reste à faire. En matière de justice, ce qu'il y avait ici et partout en France, en 2017, c'est à des années-lumière de ce qui existe aujourd'hui. Je vous ai tout à l'heure donné dans le discours les embauches, le budget, 40% d'augmentation du budget justice. Il n'y avait pas de Wi-Fi en 2017. On a du mal à se souvenir de cela. Ici, à Cayenne, en 2 ans, c'est 19% d'augmentation du nombre de magistrats. Alors, on ne fait pas de cocorico, de culturisme, en disant super, on a... Non, non, pas du tout. Il reste des choses à faire. Mais je voudrais quand même dire que plus, c'est pas égal à moins. Et que dans ce qui reste à faire, j'ai fait un certain nombre d'annonces. La police, la gendarmerie, la douane, le matériel. Bon, je le redis, on parle des assises de la sécurité. Il y a sans doute d'autres questions que vous évoquez, les enfants qui sont déscolarisés, etc. C'est aussi une problématique qu'on connaît en métropole. Hein. Bon.
et un certain nombre d'autres questions sociologiques. Bon. La délinquance, elle a une couleur sociologique, nous le savons. Et ici, il y a des spécificités qui sont, j'allais dire, qui tiennent à la géographie de Cayenne. On a évoqué le Guyana, on a évoqué le Suriname, on a évoqué le Brésil. Alors, moi, spécifiquement, dans le périmètre qui est le mien, je vous ai fait part de mes réflexions. J'essaie de les partager avec vous, mais j'ai été interpellé par l'un d'entre vous, dont je sais qu'il est avocat. Il m'a posé 2 questions excellentes, je vais essayer d'y répondre. D'abord, je veux rappeler que GIR, c'est juridiction interrégionale. Bon, il faut que ce soit placé quelque part. Vous dites non, pas en Martinique. Mais interrégional, pourquoi pas en Martinique? Ce que je dis, c'est que pour régler cette question, qui est une question géographique pertinente que vous posez, il y a un magistrat spécialement, exclusivement dédié aux affaires guyanaises. Alors, les avocats sont parfois pessimistes. Vous dites, il ne connaîtra pas le territoire, ne viendra pas. Enfin, pardon, faisons-lui confiance, il n'est pas encore installé, spécifiquement dédié aux affaires guyanaises, ça veut dire qu'il ne s'occupe que de la délinquance guyanaise. Et GIRS, ça a un sens parce que quand j'ai exercé le métier que vous avez exercé, quand j'ai exercé le métier que vous exercez toujours, il y avait du trafic de stupéfiants en Martinique, il y en avait en Guadeloupe, il y en avait ici. Parfois d'ailleurs, c'est les mêmes organisations, ça peut tourner. L'aéroport de Saint-François en Guadeloupe, il y avait des tonnes qui arrivaient à un moment. Maintenant, on a pris d'autres directions, d'autres moyens d'acheminer. Bon, ce que je veux dire, c'est que la GIRS, elle doit être centrale et elle doit recevoir les informations et irriguer les juridictions, mais il est rare, c'est même inexistant, qu'il y ait un magistrat dédié pour un territoire qui se trouve dans une GIRS située ailleurs. Bon. Ensuite, vous avez parlé de la détention. C'est une vraie difficulté. Je veux vous dire, je ne l'ai pas dit dans mon discours, mais ça fait aussi partie de ce que j'ai appelé les plus. Nous aurons construit en 2027 un établissement pénitentiaire Saint-Laurent-du-Maroni. J'ajoute que parmi les postes qui sont arrivés, je ne l'ai pas dit dans le discours, il y a 3 CPIP, services pénitentiaires d'insertion de probation. Bon, ça n'est pas rien. Et c'est un établissement pénitentiaire de 500 places. Ce qui, sur le terrain économique, pardon, je m'en éloigne un peu, mais certains d'entre vous ont évoqué l'économie, ils ont raison, voilà. C'est 500 places, c'est 500 personnels, ou entre 400 et 500 personnels. Les familles, oui. Et nous allons préparer pour l'attractivité des logements qui vont être construits. Voilà ce que je voulais répondre sur l'insatisfaction pénitentiaire que vous avez eu 1000 fois raison d'exprimer et que nous allons essayer de régler. En tous les cas, livraison avant la fin de ce quinquennat, c'est le programme 15 000 qu'a évoqué le président de la République et les promesses seront tenues. Voilà, mon cher maître. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que tous les sujets ont vocation à être discutés dans des assises de la sécurité, parce que la réalité, c'est que toutes les problématiques sont liées. Toutes les problématiques sont liées d'un bout à l'autre de la chaîne. Vous avez rappelé que c'était la 4e fois que je venais ici depuis que j'ai été nommé au gouvernement pour la première fois il y a 4 ans. Et c'est vrai que je suis venu notamment en tant que secrétaire d'État à la jeunesse. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des jeunes Guyanais. Je me souviens notamment d'un échange au lycée Lumina Sophie à Saint-Laurent-du-Maroni qui a duré assez longtemps avec des jeunes lycéens. C'était un échange, je m'étais rendu devant eux justement pour faire une séance de prévention sur le sujet des mules avec une association et les enseignants qui faisaient un travail absolument remarquable. On avait beaucoup échangé. Et ça avait conforté ma conviction que la réalité, c'est qu'on ne peut pas poser la question de l'insécurité et de la délinquance chez les jeunes sans poser aussi celle de leur formation et de leur insertion professionnelle. Et que par ailleurs, on ne peut pas poser la question de l'insertion professionnelle et du développement économique sans régler le problème de la sécurité. C'est un cercle vicieux. Tant qu'il y aura des problèmes d'insécurité à ce point,
il y aura des difficultés de développement économique parce qu'on sait que des territoires frappés par l'insécurité sont des territoires où le développement économique est plus difficile et où l'attractivité d'investissement est plus difficile. Et tant qu'il y aura des difficultés économiques, il y aura aussi des jeunes qui se retrouveront à se plonger dans ces activités-là, même si évidemment, je n'excuse pas ici la délinquance ou des phénomènes d'insécurité, c'est toujours condamnable, mais on sait qu'il y a aussi cette source économique et sociale. Donc il faut agir sur les deux leviers. Aujourd'hui, on vous a parlé de la dimension sécuritaire, des moyens qu'on met en place et on les renforce. Il y avait une question très précise sur la question des recrutements, du recrutement local. Les 10 postes supplémentaires que j'ai annoncés pour les douaniers à l'aéroport seront du recrutement local. Alors normalement, le principe, vous savez, c'est un concours national et une affectation nationale. On a déjà dérogé un peu à ce principe dans les Hauts-de-France, une région qui est chère à mes deux collègues, pour la branche commerciale de la douane. On ne l'avait pas encore fait pour la branche surveillance. Il va falloir qu'on fasse évoluer quelques textes, mais ce sera du recrutement local. Moi, j'y suis attaché d'abord parce que souvent, ça permet aussi de répondre à des difficultés qu'on a de vacances de postes de fonctionnaires, même si on fait beaucoup pour renforcer l'attractivité des postes outre-mer. Je pourrais vous citer toutes les primes, surprimes, bonifications du traitement qui sont mis en place pour les douaniers et plus largement pour les fonctionnaires pour venir ici. On sait que ce n'est pas toujours suffisant et qu'en tout cas, il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes avant que ça soit pleinement pris en charge. Et aussi parce que je pense que c'est un enjeu important pour les Guyanais de voir que dans des postes, y compris ce type de poste, il y a des Guyanaises, des Guyanais qui sont en responsabilité. Donc ça, c'était pour répondre à la question concrète. Et sur la jeunesse, oui, il y a une action résolue. On a fait des choses, beaucoup de choses, en lien d'ailleurs avec les élus, et je veux le souligner, avec la CTG. Je crois qu'il y a une nouvelle antenne de mission locale qui a ouvert à Matoury, en lien avec la CTG. On a renforcé un certain nombre d'actions, on en a développé. L'été dernier, on a dépensé 500 000 € pour l'opération Quartier d'été ici en Guyane. C'est une très belle opération. C'est intervenir avec des associations en direction des jeunes, avec du périscolaire, qui ne partent pas en vacances l'été. Voilà. Et on va continuer à le faire, on va continuer à agir pour les jeunes. Il y a un projet auquel je crois énormément, parce que je l'ai porté et que je l'ai lancé, c'est le service national universel. La première fois que je suis venu en Guyane, c'est parce qu'on a lancé le service national universel. Il fallait choisir 13 départements pilotes en France. Il y avait un département d'outre-mer, c'est la Guyane qu'on a choisi. Parce que c'est un territoire qui concentre, ça a déjà été dit, énormément de défis et énormément aussi de potentiel et d'opportunités. Et moi, j'ai vu des résultats extrêmement encourageants avec la préfiguration du service national universel. J'ai vu des jeunes de l'Hexagone qui sont venus ici en Guyane faire leur service, qui m'ont dit, moi j'ai envie de revenir en Guyane plus tard, peut-être même d'aller y travailler. J'ai vu des jeunes de Guyane aller faire leur service dans l'Hexagone, qui ont découvert plein de choses, qui ont rencontré des jeunes qui venaient de partout en France, et ça leur a ouvert énormément de champs des possibles, et puis ils se sont dit qu'il y avait des difficultés, des doutes qu'ils avaient dans leur vie quotidienne, que d'autres jeunes comme eux, d'ailleurs en France, partageaient eux aussi, et que ce n'était pas toujours très grave, et qu'on pouvait s'en sortir, et qu'on pouvait aussi entreprendre un certain nombre de choses. Donc je crois beaucoup à ce projet qui va continuer à se développer, qui va d'ailleurs devenir obligatoire, puisqu'on va le généraliser dans le quinquennat, et chaque année, pour tous les jeunes de 15-16 ans, le service national sera obligatoire. Donc on y travaille beaucoup, parce que ça coûte aussi de l'argent. Donc je crois à toutes ces initiatives, je pense qu'elles sont essentielles, tout comme celle sur le pouvoir d'achat. Là aussi, ce n'est pas immédiatement le sujet, mais en réalité, c'est un sujet qui est totalement lié. Il y a une action qui est menée par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, avec notamment M. Carinco, qui est le ministre délégué auprès de Gérald Darmanin sur l'Outre-mer, le Oudinot de la vie chère, parce que là aussi, les solutions, on sait qu'elles sont différentes selon les territoires. D'ailleurs, j'ai annoncé tout à l'heure une enveloppe spécifique pour la Guyane, pour l'aide alimentaire et les associations. Il devra sortir de ce travail qui est mené actuellement aussi des solutions spécifiques pour la Guyane, au-delà de ce qu'a rappelé à l'instant Gérald Darmanin. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, j'avais dit au début que l'instant était solennel. Je crois que là, il devient grave. Je propose, vraiment, je vous propose la chose suivante. On va prendre les 4 dernières interventions. S'il vous plaît, essayons de limiter le temps de questions à maximum 2 minutes. Autrement, je sens qu'on ne va pas s'en sortir et ça pourrait, peut-être que l'ambiance pourrait se dégrader très rapidement. Je vous le dis, je le ressens comme ça. Donc, je passe la parole dans cet ordre à M. Albert Siong, qui est président de la Chambre d'agriculture, pour 2 minutes maximum. Je dis bien maximum. Monsieur Wang William au fond de la salle pour 2 minutes maximum. Madame Lynn Létard pour 2 minutes maximum. Et on termine avec Madame le maire de Cayenne pour 2 minutes maximum. Messieurs, dames, j'espère que vous avez bien compris.
le sens de mon propos et je vous en remercie. Président, tu as la parole. Merci, Président. Je pense que je vais être plus bref que 2 minutes. Alors, je suis président de Chambre d'agriculture. Je vais parler un petit peu du monde rural de la Guyane. Vous savez que la Guyane, on va sentir que la Guyane est oubliée, mais encore pire, le monde rural est plus oublié. Puisque je vais vous parler un petit peu des réseaux d'accès. On n'a que des pistes. Chaque fois, il y a une forte pluie qui passe. On dirait que les pistes viennent de subir une guerre. Il y a tellement de trous, de gros trous. Donc, après, l'insécurité qui s'installe dans le monde rural aujourd'hui, tous les agriculteurs sont traumatisés. Donc, messieurs les ministres, souhaitant que le monde rural soit aussi protégé, pourriez-vous mettre aussi quelques postes de gendarmerie auprès des grandes zones rurales? Et il y a certaines petites villes qui n'ont pas aussi de postes de gendarmerie. Voilà, c'est ma sollicitation pour le monde rural. Merci, Président, pour cette belle performance. Je passe la parole à M. William Mwang. Il est parti? Oui. Vous avez le micro, baladeur. Bonsoir à tous et bonsoir les élus qui sont présents et surtout les ministres aujourd'hui et le préfet et le président. Tout d'abord, je remercie le ministre à inciter le commerçant qui était mortellement braqué et mort sur le coup au commerce. D'après juste une semaine, on a un autre commerçant à Saint-Laurent qui était juste visé l'arme sur la tête. Ils ont juste braqué la caisse. Ça peut arriver encore une mort mortellement. Et là, la semaine dernière, on a encore une bagarre qui s'affiche, je reçois le vidéo, juste la semaine dernière, sur le cité. Et le commerçant a été agressé. Du coup, que nous, les commerçants, avaient créé 2015 l'équipe prévention. Je suis le seul membre qui parle mieux le dialogue en français, qui portant le nombre de la convention en Guyane, quel que soit à Cayenne, Kourou ou Saint-Laurent. Ce que nous on demandé au début 2015, on avait fait une réunion, c'est qu'on a demandé le RAID. Et aujourd'hui, comme vous avez parlé que la Guyane bientôt d'avoir le RAID, le commerçant d'abord tout à fait, on sera très ravis d'avoir le RAID en Guyane, ça c'est sûr. Et on a créé des coopérations depuis 2015 avec les forces de l'ordre, quel que soit le police nationale et les gendarmeries. Le seul souci, c'est qu'une fois le lien qui change de poste, on repère et on doit recommencer à zéro cette coopération. C'est que nous, la communauté asiatique préfère demander une coopération conventionnelle un peu plus loin. Ça veut dire qu'il y a une coopération long terme, plus sécurisée et un lien beaucoup plus profond pour travailler l'insécurité des commerçants, pour les commerçants en Guyane. Et dernièrement aussi, aujourd'hui, les commerçants... Je vais vous demander de conclure parce que les 2 minutes sont largement écoulées, là, s'il vous plaît. Merci. C'est très rapide. Aujourd'hui, les commerçants vivent une vie vraiment de peur et tous les commerces, depuis le dernier braquage, on ferme beaucoup plus tôt. Non seulement les vols Merci armés... beaucoup, Monsieur William, merci beaucoup. On a compris le sens de la question. Je vais laisser la parole à Madame Lynn Létard, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, bonsoir. À cette heure, on dit bonsoir. J'ai envie de dire que je suis soulagée après avoir entendu le ministre, Monsieur Attal. Là encore, il ne s'agit pas de flagornerie, mais vous dire réellement le fond de ma pensée. Jusqu'avant, j'avais entendu des dispositifs répressifs. Et puis, en vous entendant, je comprends que vous avez pensé également à la prévention. Alors, effectivement, il y avait une commande qui a été certainement, comment dirais-je, demandée, assise de la sécurité. Peut-être que les déclarations visaient le répressif, mais Monsieur le ministre de la Justice, non, c'est Monsieur Attal, je crois, vous avez cité Césaire. Moi, je peux citer toutes les mamans du monde qui diraient, en mettant un enfant au monde, enfin, j'en connais pas une seule qui dirait en mettant un enfant au monde, chouette, j'ai fait un délinquant.
D'accord? Donc, en Guyane, nous avons énormément de jeunes, énormément de délinquants, malheureusement. Et j'aimerais savoir, dans toutes les mesures que vous avez proposées, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Intérieur, quelles sont celles qui sont intrinsèquement liées à la prévention? Et je pense particulièrement, alors pas à la prévention avant tout l'arsenal, toute la chaîne judiciaire dont vous parliez, mais également lorsque ce jeune, finalement, il a été condamné, il a fait de la prison, que se passe-t-il pour lui lorsqu'il sort de prison? Est-ce que vous y avez pensé pour nous en Guyane? Est-ce que le budget que Monsieur le ministre de l'Intérieur vient de présenter pour la Guyane, eh bien, propose dans ce budget, est-ce qu'il y a des actions ciblées sur la prévention pour que nos enfants ne se retrouvent pas en prison à 18 ans parce qu'aucune maman au monde, encore une fois, ne l'aurait souhaité? Je vous remercie. Merci, Madame Létard, d'avoir respecté le temps de parole qui vous était imparti. On termine avec Madame le maire de la ville de Cayenne. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, bonsoir, et à toutes les personnes présentes dans cette salle. Je respecterai le temps imparti. Je souhaiterais que l'on puisse insister fortement sur la situation de ce territoire confronté à des phénomènes migratoires incontrôlés et qui nécessitent une intensification des procédures et des moyens pour les reconduites à la frontière. Mon combat aujourd'hui pour Cayenne, comme j'aime à le dire, miné et mité en son intérieur par les squats, font que de nombreuses personnes sont en situation d'illégalité. Je terminerai juste, Monsieur le ministre de l'Intérieur, en vous disant que le 22 septembre, il y a 8 jours, un homme dont je tairai le nom, de nationalité dominicaine, porteur d'une attestation de demande d'asile, a été arrêté par la police municipale de Cayenne en possession d'un revolver calibre 38 et d'un couteau. Merci. Merci, Madame. Merci, Madame. Non, Zadkel, je suis désolé. J'ai une parole, je te demande de la respecter, s'il te plaît. On va arrêter là pour ce soir. Je vais laisser au ministre le temps de répondre à ces 4 questions. Je vais faire une toute petite conclusion qui va durer à peine 45 secondes. Et après, je propose de lever la séance parce qu'il faut savoir arrêter, même si ça nous procure un certain plaisir. On va laisser une part de gâteau pour après. Pour l'instant, je laisse la possibilité au ministre de répondre aux 4 questions qui sont posées. S'ils sont d'accord pour faire durable, ils verront avec vous. Mais pour l'instant, je préfère respecter la parole et le cadre que j'ai établi avant de prendre ces 4 questions. Merci. Qui c'est qui... Oui, moi, je suis particulièrement sensible à la question, Madame, que vous avez posée sur la prévention. Vous avez raison. On a évoqué en réalité ce soir essentiellement le spectre haut de la délinquance. On a évoqué l'orpaillage, on a évoqué le trafic international de stupéfiants, le grand banditisme. On a oublié un certain nombre de délinquances. La pêche, on l'a dit tout à l'heure, qui vous touche de près. On a répondu massivement les uns et les autres à l'insécurité au sens le plus dur du terme. La prévention, bien sûr qu'elle existe. Et les alternatives à l'enfermement, à la prison, ça existe. La loi qui s'applique partout sur le territoire national, c'est le travail d'intérêt général, le travail non rémunéré, renforcement des moyens du juge des enfants que j'ai rencontré tout à l'heure, bien sûr, Code de justice pénale des mineurs, qui est un texte que nous avons voté. Je vais vous dire 2 mots sur ce texte. Autrefois, un mineur, 1 fois sur 2, était jugé quand il était majeur, ce qui n'avait strictement aucun sens. Un jeune qui commet une infraction quand il a 16 ans, s'il est jugé quand il en a 22, soit il s'est ancré dans la délinquance, et évidemment, le jugement n'a plus aucun sens, soit il en est sorti, et le jugement n'a toujours pas plus de sens. Maintenant, vous savez que dans un délai très court, on examine la culpabilité, et puis
il y a une mise à l'épreuve qui va durer jusqu'à ce qu'il y ait une audience consacrée à la peine. Je veux également dire qu'ici, sur ce territoire, il y a 19 délégués du procureur qui se rendent un peu partout et qui se déplacent pour aller rendre un certain nombre de décisions qui sont des alternatives aux poursuites. Donc, bien sûr que la prévention, elle existe. Bien sûr que le code de justice pénale des mineurs existe. Bien sûr que le travail d'intérêt général existe. Bien sûr que le travail non rémunéré existe. Nous n'avons pas évoqué, parce que ce qui semble évidemment, et ce qui est le plus effrayant, c'est l'insécurité qui résulte de la criminalité du haut du spectre. Et c'est la raison pour laquelle, madame, moi je me félicite de pouvoir répondre à votre question. Ce que vous dites est parfaitement juste. Il ne s'agit pas d'enfermer tout le monde dans n'importe quelle condition. Il faut distinguer, si j'ose dire, bon grain d'ivraie. Ça s'appelle aussi la personnalisation de la peine. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et que personne ici n'entend naturellement renier. Voilà ce que je voulais vous dire et d'une certaine façon vous rassurer. Je voudrais préciser, Gabriel Attal, tout à l'heure, qui a été interpellé parce qu'il était jeune. On s'est senti, enfin, moi personnellement, un peu frustré par cet ostracisme. Bon. Donc je veux dire un petit mot complémentaire. La jeunesse est un état d'esprit, Eric. Mais c'est bien la raison pour laquelle je réponds à la question qui ne m'était pas posée. Et en réalité, je veux vous dire qu'on est en train de mettre en place un partenariat que je trouve extraordinaire. On a fait une expérimentation armée, jeunes délinquants qui sont sous, comment dirais-je, la ferme bienveillance de la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'agit, pour certains jeunes, après une expertise psychologique fine, de faire en sorte qu'ils aillent suivre un stage militaire qui leur apporte quoi? Les valeurs militaires que sont la solidarité, le dépassement de soi, l'encadrement bienveillant, se lever le matin, etc., etc., etc. Bon, et bien tout ça, évidemment, sera vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et oui, la prévention est bien évidemment au cœur, madame, de vos préoccupations, mais également des miennes. Il y a des infractions pour lesquelles on peut parler de prévention et il y a des infractions pour lesquelles la fermeté s'impose. Moi, j'essaie de dire, ça n'est pas simple par les temps qui courent, fermeté sans démagogie et humanisme sans angélisme. Voilà un peu la ligne que l'on peut se fixer. Et dans cette ligne-là, madame, on retrouve les préoccupations de maman, puisque vous l'avez exprimé ainsi, dont vous nous avez fait part il y a de cela quelques instants. Merci, Monsieur le Président. Peut-être d'abord, Monsieur le Président, sur la sécurité dans le monde rural, c'est bien entendu, effectivement, que les brigades de gendarmerie que nous allons créer, on parlait des brigades fluviales, on parlait des brigades le long des routes. D'abord, elles seront implantées, comme je l'ai dit, après une discussion avec l'ensemble des maires et des élus. Évidemment, les élus et les maires peuvent travailler avec la société civile et le général de gendarmerie qui est ici. Et puis, s'il faut, ici ou là, dans des territoires particuliers de la Guyane, et effectivement, la gendarmerie, plutôt dans le monde rural, implanter de nouvelles brigades, puisqu'on en crée 200 au niveau national. Moi, je suis prêt à faire un effort supplémentaire pour la Guyane, si on pense qu'il y a des endroits particuliers qui méritent une implantation particulière, notamment en lien avec le monde agricole qui connaît les difficultés que vous avez soulignées. Donc, bien sûr, nous sommes ouverts et cette recréation de 200 brigades partout sur le territoire national est aussi à votre disposition, si j'ose dire, avec vos élus. Il y aura une concertation lancée par Monsieur le Préfet dans les semaines qui viennent avec l'ensemble des élus pour la localisation de ces brigades, pour que nous puissions décider pour janvier-février, pour qu'au plus vite on puisse envoyer les militaires de la gendarmerie. C'est un point très important parce qu'au niveau national, on a supprimé 500 brigades de gendarmerie et nous, on en recrée 200. Voilà, donc soyez rassurés sur le fait que le monde rural n'est pas oublié. Sur les attaques de commerçants, et si vous me le permettez, particulièrement des commerçants d'origine asiatique qui connaissent ici des difficultés particulières. D'abord, je voudrais dire que le commerçant qui a été attaqué à Saint-Laurent-du-Maroni, on a interpellé son auteur, constaté que c'est un mineur et que ces multiplications d'attaques, elles créent une ambiance extrêmement négative, bien sûr, pour la liberté de chacun et de chacun, à commencer par la protection des familles
que vous représentez par votre question, monsieur. Donc, j'ai bien compris que vous travaillez bien avec la police et la gendarmerie, mais vous avez une difficulté quand il y a des chefs de changement de chef. Voilà. Alors, moi, je suis venu avec le chef suprême de tous les chefs, donc je pense qu'il a entendu la remarque en même temps. Ce serait peut-être bien que vous échangiez et que, indépendamment des commandants ou des officiers qui se succèdent, et c'est bien normal, il y a une continuité pour qu'on ne perde pas de temps dans la protection, et voilà, c'est bien noté. Troisièmement, sur Madame la maire, l'immigration illégale, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on a des dispositions anciennes qui ne permettent pas de renvoyer au plus vite les personnes dans les pays d'origine alors qu'ils sont irréguliers, ou pire, des demandeurs d'asile qui ne peuvent pas obtenir l'asile, ils le savent très bien, mais utilisent l'asile pour pouvoir rester sur le territoire national. Et ensuite, on met tellement de temps à leur répondre, ministère de l'Intérieur comme justice administrative, qu'ils ont eu le temps, si j'ose dire, d'avoir les moyens de rester sur le territoire national parce qu'ils ont fait des enfants, parce qu'ils peuvent démontrer qu'ils sont depuis un certain temps, bref. Donc vraiment, ce qu'on essaie de faire pour le territoire national, c'est la loi immigration qu'on va porter au Parlement dans quelques semaines désormais, concerne évidemment le territoire de la Guyane. Pour l'exemple précis que vous prenez, madame, il y aura deux dispositions qui sont intéressantes. La première, c'est que le refus de l'asile vaudra EQTF, vaudra sortie du territoire national. Aujourd'hui, un demandeur d'asile, il arrive, il demande l'asile, ça met à peu près entre 6 et 9 mois. Quand il a l'asile, ça va, mais quand il n'a pas l'asile, il fait appel. C'est comme 70% des cas. Il va devant la justice administrative. Là aussi, c'est encore 9 mois, ça fait 1 an et demi. On lui dit non, comme 70% des cas, et là, le préfet prend un arrêté de reconduite à la frontière, il conteste l'arrêté, on est reparti pour 6 mois, on lui dit que l'État a raison, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que les choses sont passées, et puis après, il va au Conseil d'État, bref, on perd 2 ans. Donc, ce qu'on veut avec le garde des Sceaux, c'est, sous l'autorité du président de la République, réduire. C'est-à-dire que, bien sûr, on étudie toutes les demandes d'asile, parce qu'il y a des gens qui sont pourchassés pour des raisons politiques, syndicales, sexuelles, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait un détournement de ce droit d'asile avec les difficultés que vous évoquez. D'abord, ça empêche les vrais gens qui ont besoin de l'asile de l'avoir très vite, et ces familles, du coup, vivent dans une pauvreté qui n'est pas acceptable, et puis ça crée une filière qui est insupportable pour l'ensemble de nos concitoyens, et parfois créer des squats, vous l'avez vous-même évoqué. Donc vraiment, ça, c'est une disposition qui va beaucoup nous aider à aller plus vite. Puis deuxièmement, vous évoquez que cette personne avait été dans l'illégalité, comme étaient des délits graves, puisqu'ils étaient porteurs d'armes. Les dispositions que je porte, vous savez, c'est que justement, quand les étrangers qui sont sur notre sol commettent des actes graves de délinquance, on puisse évidemment davantage les expulser, parce que ce que vous dites, madame, c'est que vous considérez que ce n'était pas normal, effectivement, la situation que votre police municipale a trouvée. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler de ces dispositions. On essaye, on y travaillera bien sûr avec l'ensemble du Parlement. Je terminerai par dire peut-être moi aussi sur la question de la prévention, madame. Je vais prendre un exemple et je terminerai par là, Monsieur le Président. Vous savez, la police et la gendarmerie, moi, je prends souvent cet exemple quand j'étais maire et désormais que je suis ministre de l'Intérieur, c'est des urgentistes, les policiers et les gendarmes. Si quelqu'un ici venait à faire une crise cardiaque, un AVC, on appellerait sans doute le SAMU, un médecin, un urgentiste, et il essaierait de le sauver. D'abord, la question de savoir en combien de temps il arrive, c'est une question intéressante pour connaître le nombre de médecins et de SAMU qui peuvent intervenir, et puis il va essayer de sauver cette personne. De deux choses une, soit il la sauve, soit il la sauve pas. S'il la sauve pas, on a tous tendance à penser que le médecin n'a peut-être pas été efficace, qu'il met trop de temps à venir, on remet un peu en cause la question d'intervention. Et puis s'il la sauve, c'est pas ça qui va régler profondément son problème à ce monsieur s'il a fait un AVC. Peut-être que s'il a fait un AVC, parce qu'il a une vie très stressante, parce qu'il a mal mangé toute sa vie, parce qu'il n'a pas fait de sport, parce qu'il n'a pas une bonne alimentation, parce qu'il a été très pauvre et qu'il a connu des maladies que ne connaissent pas les gens qui sont bien portants. Bref, l'AVC, il vient conclure 40 ans ou 50 ans, 60 ans de vie qui ne sont pas sans doute conformes à la bonne santé. Qu'il soit de la responsabilité de la personne ou qu'il soit de la responsabilité de l'environnement dans lequel il vit. Mais ce n'est pas le médecin urgentiste qui va réparer cela. Et d'ailleurs, si une fois qu'il a réparé cet AVC ou cette crise cardiaque, il dit à personne, vous fumez, et que la personne vous dit, oui, il faut arrêter de fumer, monsieur, parce que si vous continuez à fumer, vous allez avoir une autre crise cardiaque. Si vous mangez gras, il faut arrêter de manger gras, il faut faire un peu de sport, il faut aller voir le médecin régulièrement. Si cette personne ne le fait pas ou si son entourage n'améliore pas les choses, évidemment, l'urgentiste reviendra une autre fois pour la crise cardiaque, elle sera peut-être mortelle. Tout ça pour dire, madame, que les policiers et les gendarmes, eux, c'est des urgentistes des situations les plus difficiles. Toute la journée,
on les appelle que quand ça va mal. Vous appelez rarement la police et la gendarmerie pour dire « Écoutez, je suis très heureux, ça se passe très bien chez moi, je suis très, très amoureux de mon conjoint, mes enfants sont formidables, ma commune gère très bien les choses, l'État est absolument heureux, moi je suis pas au chômage. Mais je voulais vraiment vous dire qu'on vous aimait, et puis bon voilà, venez prendre le café, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. On les appelle parce que la dame est tapée par son mari, parce que l'enfant connaît des difficultés fortes d'agression, parce qu'on s'est fait agresser, parce qu'on s'est fait cambrioler, parce qu'il y a eu des jets de pierre, parce qu'on a tiré à balles réelles dans la rue, parce que. Et mon travail à moi, de ministre de l'Intérieur, mais parce que c'est ma fonction, c'est de diriger ces personnes-là en leur donnant du matériel, en mettant le plus d'urgentistes possible à votre... Mais c'est pas moi qui règle le problème fondamentalement. Parce que ce qui règle le problème fondamentalement, c'est effectivement l'autorité parentale, la façon dont le système de soins est dans un territoire, la façon dont les associations sont aidées, la façon dont les collectivités exercent leurs compétences, la façon dont l'école, vous avez tout à fait raison, est au rendez-vous, la façon dont la formation professionnelle existe, la façon dont ils ont accès au marché de l'emploi, donc bref, c'est le logement, la politique du logement, c'est très très important. Donc, moi j'entends votre question, elle est tout à fait légitime. Il ne faut pas vous étonner que le ministre de l'Intérieur fasse le ministre de l'Intérieur, parce que c'est son travail. Le travail des policiers et des gendarmes, c'est pas être des agents de prévention, c'est pas être des magistrats, c'est pas être des présidents de clubs sportifs, c'est de faire un travail de sécurisation. Par contre, c'est le travail de l'État ou la puissance publique dans son ensemble de faire toute la chaîne. Et ça, vous avez 1000 fois raison. Plus il y aura d'écoles, plus il y aura de formateurs, plus il y aura d'agents de prévention, plus il y aura de jeunesse qui sera aidée, moins il y aura de travail pour les policiers et gendarmes, j'en suis absolument convaincu. Mesdames, messieurs les ministres, je vais dire 2 petits mots de conclusion. Je voudrais tout d'abord, messieurs les ministres, vous remercier de vous livrer à cet exercice, qui est souvent un exercice périlleux, sans filet. Je vous dis merci au nom des élus, au nom de la société qui nous accompagne, qui nous a accompagnés. Je m'interroge quant à la manière dont les choses se sont passées, puisque je n'avais pas demandé de façon explicite que vous soyez présents dans les ateliers, puisque je considère que ces questions qui sont majeures pour la société guyanaise doivent être d'abord débattues entre les élus de la Guyane et la société civile, les associations, les chambres consulaires de la Guyane. Nous devons nous mettre d'accord avant que de nous retourner en direction du gouvernement. Donc ça, c'est ma devise et c'est mon principe. Je ne vous aurais pas demandé d'être présent aux ateliers parce que je considère qu'il y a des niveaux d'intervention pour chacun et que chacun doit pouvoir être à sa juste place. Messieurs les ministres, vous avez entendu des questions, mais j'imagine que vous avez aussi relevé de belles interventions qui n'étaient pas nécessairement des questions et qui étaient véritablement des cris du cœur de la part de certains élus qui manifestent une forte impatience. Et je disais à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, que cette impatience n'est pas apparue comme ça subitement, mais c'est le fruit de très très longues années, de très longues décennies de frustration vécue sur ce territoire face à des situations dont on avait du mal à comprendre véritablement les ressorts. On voulait parler de sécurité ou d'insécurité et on se rend bien compte qu'on ne peut pas se cantonner qu'à l'aspect sécuritaire parce que effectivement tous les sujets sont intimement interconnectés les uns aux autres et ça, vous l'avez parfaitement compris. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans les ateliers qui sont tenus aujourd'hui, on a parlé de prévention, on a parlé de formation, on a parlé de CLSPD, on a évoqué le rôle de la famille, parce que nous sommes bien conscients que ce n'est pas le gouvernement qui va venir nous dire comment il faut éduquer nos enfants dans nos foyers, dans nos écoles. Donc, je considère que chaque parti doit pouvoir assumer la part de responsabilité qui lui revient. Et je le dis encore une fois, ce sentiment d'exaspération que vous avez certainement relevé n'est que le fruit d'un sentiment que l'histoire pourrait se répéter. Parce que en 2017, et même avant 2017, il y a eu des débats, il y a eu des marches, il y a eu des rencontres avec des ministres qui ne se sont pas toujours soldés sur les résultats que nous espérions. Donc je crois qu'aujourd'hui, si vous constatez une certaine forme d'impatience avec un soupçon de méfiance qui pourrait se traduire par de la défiance,
il ne faut pas nous en tenir grief parce que c'est l'histoire qui le veut et c'est l'histoire qui a imprimé la façon dont nous regardons aujourd'hui les préconisations et les solutions que vous avez avancées. Mais je me permettrai néanmoins de vous dire que nous prenons acte avec beaucoup de satisfaction des mesures que vous nous proposez qui vont tout à fait dans le sens que nous espérions concernant des compétences qui doivent s'exercer au niveau du régalien. Je crois que personne ne pourra vous en faire le reproche. Il y a des propositions qui ont été faites et qui, selon moi, vont dans le bon sens, mais on aura le temps de les analyser dans la durée et de voir comment ces propositions vont pouvoir être mises en œuvre. Mais je ne doute pas une seule seconde que nous saurons être suffisamment intègres et intelligents et raisonnables pour que tout ça puisse se mettre en branle assez rapidement. Nous l'avons dit ce matin, il y a deux niveaux. Il y a le niveau local et il y a le niveau national. Sur le niveau local, un certain nombre de préconisations ont été faites et nous sommes prêts, en tant qu'élus locaux, à assumer notre part de responsabilité. Quand on parle d'éducation, quand on parle de culture, quand on parle de sport, pour peu que les différentes dotations qui nous sont octroyées, Monsieur le ministre du Budget, puissent être à la hauteur des enjeux du territoire pour tenir compte à la fois de sa jeunesse, mais également de la courbe démographique qui s'imprime à nous depuis quelques années, croyez que nous serons assez forts et assez intelligents pour pouvoir investir avec efficacité et surtout avec efficience l'argent public qui sera mis à notre disposition. Pour ce qui concerne les compétences régaliennes, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, vous avez annoncé un certain nombre de principes, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'en suis fort aise, ainsi que Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous allons continuer le travail en partenariat pour voir comment rapidement, le plus rapidement que possible, ces différentes préconisations pourront être mises en œuvre très, très rapidement. Cela étant dit, messieurs les ministres, je vais terminer juste sur un point de détail, mais qui vaut son pesant de compréhension. Cela fait des décennies que les Guyanais réfléchissent au cadre statutaire qui organise la vie de leur société. Et cela fait des décennies que nos parlementaires ne cessent de dire sur les bancs de l'Assemblée nationale et sur les bancs du Sénat que le cadre qui nous est imposé depuis 1946, et je ne parle pas de ce qui s'est passé avant, ne correspond pas du tout aux réalités vues de manière objective de notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle les différents congrès des élus de Guyane qui ont eu l'opportunité de se réunir ont toujours abouti quasiment à la même conclusion qu'il fallait engager un processus afin de faire évoluer le cadre statutaire de la Guyane. Je le dis encore une fois, ce n'est ni par idéologie et encore moins par dogmatisme, c'est que nous sommes des gens pragmatiques qui voulons simplement mettre face aux questions pragmatiques des réponses pragmatiques. Donc, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre également des Outre-mer, nous avons parfaitement compris qu'en ce jour, il ne nous était pas possible d'aborder cette question, mais je crois qu'on s'est mis d'accord pour que le 18 octobre prochain, vous puissiez recevoir, Place Beauvau, une délégation élargie, très élargie, du comité de pilotage, qui est une instance multipartenariale qui travaille à l'élaboration du processus permettant d'aboutir à une évolution du cadre statutaire de la Guyane. Je vous remercie pour cette attention que vous avez apportée à cette demande que nous avons formulée. Nous prendrons toutes les mesures et toutes les dispositions pour être présents au rendez-vous. Je peux déflorer la suite. Quand vous nous avez dit, vous m'avez dit que vous allez d'abord nous recevoir et ensuite on aura une belle séance de travail avec le ministre délégué, M. Jean-François Carenco. J'espère que cette étape supplémentaire qui s'inscrit résolument dans ce qu'a dit M. le Président de la République lorsqu'il nous a dit le 7 septembre que nous étions arrivés au bout d'un cycle, lorsqu'il a aussi dit qu'il fallait changer de logiciel et lorsqu'il nous a dit aussi à l'occasion de cette soirée qu'il ne faudrait pas avoir peur d'aller vers la radicalité permettant de démontrer à nos concitoyens que nous sommes pas en marche mais en mouvement positif vers le résultat que nous espérons tous. Merci pour cette attention, Monsieur le ministre de la Justice. Je sais que vous êtes très fatigué. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si vous voulez dire deux petits mots sur la rencontre du 18 octobre, Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci. D'abord, merci, Monsieur le Président, au nom de mes collègues et pour toute l'Assemblée de cet échange vif, mais je crois sincère.
Je veux dire que le 18 octobre, effectivement, à votre demande, nous vous recevrons la matinée avec moi-même, l'après-midi avec M. Carinco, pour parler de première étape sur l'avenir institutionnel de la Guyane, comme vous l'avez demandé au président de la République et comme il l'a évoqué en disant « pas de tabou institutionnel ». Et donc, commençons ainsi que nos discussions à Paris en premier lieu, puis si je reviens au mois de décembre, on pourrait imaginer une deuxième étape de ces discussions, comme on peut l'avoir avec d'autres territoires sur le sol national. Donc, c'est bien volontiers que nous répondons à votre demande et à l'instruction du président de la République. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.